13h, l'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'hôtel de ville inauguré dans la ville de Bouaké, 50 ans après le début des travaux. Une réalisation longtemps attendue par les populations depuis 1970. C'est en 2025 que le bâtiment est rendu fonctionnel. Une infrastructure importante pour le développement de la deuxième ville du pays. Le récit de l'inauguration dans ce journal. Nous parlerons également du dialogue parlementaire Sud-Sud ouvert au Maroc. Une 3e édition sur les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire présente le tableau de la Côte d'Ivoire qui met en avant le dialogue et la paix comme préalable au développement. Et puis le verdict suite à la mort de la chanteuse gospel nigériane Osinachi est rendu. Le coupable de l'homicide de son mari, le mari donc de cette défunte personne décédée en avril 2022, est condamné à la peine de mort par pendaison. Bouaké, hôtel de ville, 3 hectares pour un édifice au service de la population de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. L'hôtel de ville, symbole de renaissance pour Bouaké, a été inauguré hier par le vice-président de la République. Retour sur un événement historique pour le Béquet avec Mahama Traoré et Ambroise Assema. En plein cœur de Bouaké, un bâtiment imposant attire désormais les regards des passants. Il s'agit de l'hôtel de ville, là où siégeront désormais le conseil municipal et ses services rattachés. Ce lundi, l'édifice est mis en service par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, en visite de travail dans la capitale de Béquet. À travers une fresque du célèbre chorégraphe Georges Momboy, la ville de Bouaké manifeste sa joie pour ce projet vieux de 50 ans qui se réalise. L'édifice comprend un bâtiment principal R+2, des bâtiments annexes et plus de 700 places de parking dans la cour. C'est l'hôtel de ville de tous. C'est un espace où se construira jour après jour le développement harmonieux de la ville de Bouaké. Nous l'avons voulu tourner vers la promotion des investissements privés. Ils seront donc logés prioritairement les structures étatiques de facilitation de l'investissement comme le CPC et les guichets uniques de développement des entreprises GUD-PME. Un espace de coworking logé au 3e niveau du bâtiment est dédié aux entreprises privées. L'hôtel de ville de Bouaké comprend également plusieurs salles de réunion et une grande salle de conférence pouvant accueillir près de 1000 participants. Fruit du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, le nouvel hôtel de ville de Bouaké reflète la volonté du gouvernement de booster les territoires. Ce nouvel hôtel de ville est le symbole vivant du 3e pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à créer dans chaque région un cadre de vie et d'investissement propice à travers des infrastructures de qualité et un environnement des affaires favorable. Nous renforçons la compétitivité de nos régions. Ainsi, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, quel que soit son lieu de résidence, pourra aspirer à des conditions de vie décentes et participer activement à l'édification de notre nation. Après avoir inauguré ces 2 ouvrages en une seule journée, Tiemoko Meïlie Koné se dit fier de constater la renaissance de Bouaké sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Fierté teintée d'émotion pour le vice-président de la République qui a effectué une partie de son cursus primaire et secondaire à Bouaké. Ce que je voudrais, c'est de remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose pour que cette ville soit aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle continue d'aller de l'avant, parce que c'est important dans la politique de décentralisation que le président a voulu mettre en place en Côte d'Ivoire. Le CHR, il s'agit d'un joyau médical dont il n'existe aucun modèle encore, et je dirais peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un hôpital moderne avec un équipement très moderne. Bouaké est le premier, certainement,
à y aller. Mais d'autres régions vont suivre avec le même progrès. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire, c'est ça la Côte d'Ivoire qui avance, c'est ça la Côte d'Ivoire qui se développe. Dernière étape de cette visite de travail dans la capitale de Gbeke, cette rencontre entre le vice-président de la République, la chefferie traditionnelle et les cadres de la région de Gbeke. Il a été question de paix et de développement. Et si on restait focus sur l'hôtel de ville, une infrastructure inaugurée 50 ans après le lancement des travaux, de quoi remplir de vives émotions les populations. C'est là le symbole donc d'une détermination collective à bâtir une ville moderne mais aussi prospère sur Corona. Lancé en 1976 sous Guibo Soukalou, ex-maire de la commune de Bouaké, les travaux de construction du plus grand hôtel de ville de Côte d'Ivoire sont brutalement arrêtés après 2 ans d'intenses travaux. 41 ans après, il a fallu la cession du président Alassane Ouattara au pouvoir pour que les travaux reprennent en 2019 sous le maire Nicolas Guibo, après plusieurs lobbying menés auprès des bailleurs de fonds. La Banque mondiale accompagne la réalisation de cette infrastructure à travers le projet PUDUCAS pour près de 7 milliards de francs CFA. Mes premières pensées vont au père Djibo, qui a été l'initiateur de ce bâtiment que nous allons inaugurer. Les pensées vont bien sûr au président Alassane Ouattara, qui a pu permettre la continuité et la réalisation finale de ce beau bâtiment. Après 6 ans de travaux, l'hôtel de ville flambant neuf est inauguré dans une ferveur totale. Pour les plus anciens de la région de Gbeke, l'achèvement de l'infrastructure est le symbole du renouveau de Bouaké. Après 50 ans, revoir l'hôtel de ville de Bouaké renaître, c'est une satisfaction pour nous. On ne fait que remercier le président de la République. Une fierté pour la ville de Bouaké. Nous disons merci au président de la République qui a voulu vraiment achever cet hôtel de ville qui fait la fierté de Bouaké. Merci aux populations aussi qui ont cru aux autorités. Vraiment, ce joyau, c'est le plus grand hôtel communal de Côte d'Ivoire. Pour les plus jeunes, c'est une fierté d'être témoin de cette inauguration attendue de longue date. C'est une immense chance de pouvoir participer à l'inauguration de l'hôtel de ville où les travaux ont commencé il y a 49 ans en arrière. J'étais même pas encore née. C'est un honneur. L'hôtel de ville de Bouaké sera aussi un lieu d'incubateur pour les entreprises publiques et privées pour la création de richesses. Il y a un incubateur, il y a le CPC, il y a plusieurs organisations qui seront installées là de façon à faciliter l'entrepreneuriat et le développement de l'économie locale avec l'impulsion des jeunes entrepreneurs. La joie des populations est palpable, surtout avec la présence du vice-président de la République pour la remise officielle de l'édifice. Bâti sur une superficie de 4 hectares, l'hôtel de ville de Bouaké a 4 niveaux avec plusieurs bureaux pour loger tous les services de la mairie. Voilà une semaine ouverte en force à Bouaké. Et à présent, un focus sur cette autre infrastructure. On a pu voir les images tout à l'heure, un symbole fort pour la ville de Bouaké, mais aussi pour le secteur de la santé publique en Côte d'Ivoire. Le premier centre hospitalier régional qui est ouvert dans la ville. L'établissement sanitaire de niveau 2 est fonctionnel et prêt à offrir des services de qualité aux populations. Il est construit sur 10 hectares avec une capacité d'accueil de 160 lits. Il est dimensionné pour prendre en charge plus de 800 000 patients de Bouaké, mais aussi de toute la région de Gbeke. Un CHR qui dispose d'un bloc neurochirurgie et d'un scanner. Les images de l'inauguration sont commentées par Mahama Traoré. Bouaké disposait déjà d'un centre hospitalier universitaire CHU. Et voilà que ce dispositif sanitaire est désormais renforcé par un nouveau centre hospitalier régional CHR, inauguré ce lundi 28 avril par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlie Kodé. Une mise en service officielle car cet édifice est déjà fonctionnel depuis 1 an. Achevé fin 2023, cet établissement a fait office de centre de référence pour les besoins sanitaires de la Coupe d'Afrique des Nations de football en raison de son plateau technique. Cet établissement dispose en plus d'un plateau technique au standard international comprenant un service de neurochirurgie, l'un des plus modernes et les plus sophistiqués de la sous-région qui fait la fierté du personnel, avec les opérations qui s'y déroulent à l'aide d'équipements de pointe, dont le système de neuronavigation
un microscope opératoire de dernière génération, toute option, un amplificateur de brillance 3D et un neuromonitoring pair opératoire. Cet hôpital dispose également d'une unité d'imagerie comprenant un scanner de 104 barrettes et d'une IRM de 1,5 Tesla, ainsi qu'une unité de dialyse avec 10 générateurs. À ce jour, ce sont un peu plus de 51 433 visites qui ont été enregistrées dans cet établissement. Le CHR de Bouaké, avec ses performances et la qualité des soins, se positionne comme un centre d'excellence sanitaire qui contribuera à coup sûr à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire de la sous-région. Vœux chers à son Excellence, le Président de la République Alassane Ouattara. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le nouveau CHR de Bouaké va délivrer 15 services médico-techniques et spécialisés de santé pour une capacité d'accueil de 150 lits. Fruit de la mise en œuvre du programme hospitalier initié par le gouvernement en 2018, l'ouvrage aura coûté 40 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, construction et équipement compris. Un investissement qui va soulager les habitants de la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ces populations, Monsieur le Vice-président, rien que pour faire une IRM, étaient obligées de se rendre soit à Yamoussoukro, soit à Korogo, soit à Abidjan. Nous accueillons avec beaucoup de joie cette nouvelle infrastructure. Je voudrais, à ma qualité de premier magistrat de la commune et de cadre de la région, remercier en notre nom à tous le président de la République pour tout ce qu'il fait. À l'issue de la mise en service officielle, Tiemoko Meïlie Kone a effectué une visite guidée du nouveau CHR de Bouaké. Une occasion pour lui de communier et d'encourager les 441 professionnels de santé qui animent au quotidien cet hôpital. Et du centre de la Côte d'Ivoire, cap à présent sur le Denguélé qui vient de refermer son premier forum économique et compte une nouvelle infrastructure sanitaire. Un centre de santé, le premier de Djirila dans la région du Kabadougou. Un centre de santé moderne pour répondre aux besoins des populations, nous dit Sidonie Davila. Djirila, localité située dans la sous-préfecture de Kembirila, sud, région du Kabadougou, célèbre un événement marquant. L'inauguration de son tout nouveau centre de santé rural, composé d'un dispensaire, d'une maternité et d'un logement pour le personnel soignant. Ce joyau, fièrement baptisé Centre de santé rural Adja Massirati de Djirila, est un don d'un fils du village. Inaugurer un centre de santé rural dans un village au profit des villageois, de nos parents du village et des villages environnants est quelque chose de très fort. Ce donateur, c'est M. Sékou Sila. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique du président de la République, il a décidé que aucun malade ne fasse plus de 5 km pour trouver une structure de santé. Donc ça rentre bien dans cette politique du président de la République et c'est pourquoi je voulais adresser une félicitation à M. Sékou Sila pour le travail qu'il vient de faire. Cette action s'inscrit dans la stratégie de mobilisation et d'implication des cadres dans le développement du district du Denguélé. Le développement est l'affaire de tous les fils et de toutes les filles. Donc, on lance un appel solennel à tous les fils pour qu'ils s'impliquent, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Quand vous honorez votre district, votre région, votre village, le Tout-Puissant vous élève toujours. Ce centre de santé représente un immense soulagement pour les populations, spécialement pour les femmes de Djirila. Lors de cette mémorable journée, 5 acteurs majeurs ont été honorés pour leur contribution significative dans le développement local. Et nous parlons à présent de notre culture avec le retour de notre tam-tam parleur, le tambour ivoirien Djidji Ayokwe, qui n'est plus pour très longtemps. Les démarches diplomatiques et de coopération aboutissent et ont été scellées hier par le vote à l'unanimité du Sénat de France. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Bientôt, la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour Djidji Ayokwe. Ce bien culturel du pays est issu du système de protection ancestrale de la communauté Achon. Vient de porter fruit le lobbying constant porté par le président de la République, Alassane Ouattara,
et exécutée sur le terrain par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rémac, à travers la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Sénat français vient de voter à l'unanimité le projet de loi portant la restitution pleine. La restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La proposition de loi est adoptée. Déjà, le tambour parle du peuple Atchan avait fait l'objet en 2022 d'une cérémonie de désacralisation. Cela avant les travaux de sa restauration par le musée du Quai Branly à Paris où il se trouve. Le tambour parle Djidji Ayokwe servait à prévenir et à mobiliser les populations en cas de danger ou convoquer les villages à des cérémonies traditionnelles. C'est une bonne nouvelle. Le dialogue parlementaire Sud-Sud est ouvert au Maroc, une 3e édition d'un forum qui veut relever les nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir, pourquoi pas, à la paix, à la sécurité et à la stabilité, mais aussi au développement commun pour le compte de la Côte d'Ivoire et du Sénat d'Afrique. La présidente du Sénat ivoirien participe aux travaux. Le commentaire de Kader Sogodogo. Siège du Parlement marocain à Rabat. L'Assemblée des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe est à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud. La délégation ivoirienne est conduite par Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et par ailleurs présidente de l'Association des Sénats d'Afrique. La Côte d'Ivoire, mon pays, a connu les affres de la crise post-électorale de 2010, après avoir longtemps été un havre de paix. Cette expérience douloureuse nous a enseigné que la paix n'est pas un acquis, mais une quête permanente. Sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le pays a connu des progrès significatifs en matière de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et les plus soutenus en Afrique subsaharienne. Avec une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019, la Côte d'Ivoire a réussi à contenir la pandémie de la Covid-19 et à maintenir une croissance à 2% en 2020. Des réunions de groupe, des audiences, le séjour marocain de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, est une occasion de réaffirmer la bonne place de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations, avec surtout les actions fortes du président de la République Alassane Ouattara pour la marche de son pays vers le développement. Et de Rabat, la capitale ivoirienne Yamoussoukro, où se tient l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anticorruption, un hub sous-régional dédié à la formation et au renforcement de capacités des acteurs engagés dans la transparence, l'intégrité et la lutte contre la corruption. Depuis la fondation Félix Houphouët-Boigny, Charles Tatou nous fait le point des premières journées de cette académie. On regarde. Au lieu de retrouvailles d'acteurs de différents programmes et systèmes de lutte contre la corruption, l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anticorruption, qui est à sa première édition, l'a été, vu la qualité et la provenance des participants venus notamment d'Afrique, d'Europe et d'Asie. La lutte contre la corruption, les enjeux de la formation et de l'action collective. Cette conférence internationale, avec à l'intérieur des panels et causeries débats, a permis aux experts d'échanger et de partager leurs expériences en matière de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Nous touchons sur les questions de leadership dans la gestion des finances publiques, la bonne gouvernance, le renforcement de la fonction contrôle et redevabilité de la gestion des finances publiques, qui nécessite que les corps de contrôle internes et externes soient renforcés pour pouvoir mieux assurer le combat. La Côte d'Ivoire a fait des avancées remarquables de la 130e place à la 69e place en 12 ans de temps. Je suis très heureux que cela a pu se faire avec l'appui de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a été mise en place en septembre 2013. Les participants édifiés saluent l'initiative. J'ai retenu l'essentiel sur la contextualisation des normes par rapport aux spécificités
de nos pays. Il y a des pays qui sont de plein pied dans la mise en œuvre de cette lutte contre la corruption et nous pensons que nous ne devons pas être en reste. Une chose est de mettre en place des indicateurs de performance, mais une autre est de suivre pour que effectivement cette lutte-là puisse reculer. Le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance revient sur l'intérêt de cette rencontre de haut niveau. L'un des meilleurs moyens de prévenir la corruption, c'est de former des citoyens intègres. Donc la prévention passe par la formation. Et c'est l'une des résolutions essentielles qui est sortie de la conférence de Yamoussoukro. Et nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique que l'État de Côte d'Ivoire a établi avec l'Académie internationale anticorruption. Des résolutions et motions de soutien ont clôturé les travaux. Les syndicats sont encore invités à la table de dialogue. La ministre de la Fonction publique s'est entretenue avec les syndicats signataires et non signataires de la grève de début avril dans le secteur de l'éducation. Les partis se sont engagés à consolider les acquis. Franck Oisio et Kinibois Jacob. La ponction sur les salaires de certains enseignants, la libération des membres encore en détention, le nœud gordien au centre de cette rencontre entre la ministre d'État, ministre de la Fonction publique, autorité de tutelle, accompagnée des ministres Maria Tokone de l'Éducation nationale et Adama Kamara de l'Emploi, et les structures syndicales du secteur éducation-formation en plus impliquées dans le suivi de la trêve sociale 2022-2027. Plus d'une heure de discussion ponctuée par une volonté commune de renforcer le dialogue affirmé lors du récent atelier de Grand Bassam sur le chronogramme portant étude de la prime incitative des fonctionnaires. Une volonté traduite par ce communiqué final. Au terme des échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants. L'adhésion pleine et entière des parties au terme du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, l'organisation de cours de rattrapage selon les modalités techniques définies par le ministère de l'Éducation nationale afin d'achever l'exécution du programme éducatif de l'année scolaire 2024-2025. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans le dossier de M. Ghislain Assi, condamné à 2 ans d'emprisonnement par la justice le 8 avril 2025. Le Conseil de l'intéressé a interjeté appel de la décision du tribunal de première instance. L'engagement du gouvernement à examiner avec bienveillance le plaidoyer pour la levée des mesures pécuniaires à la compte des enseignants pour faire de grève sur la base du respect par les organisations syndicales de tous les engagements submentionnés. Gouvernement et partenaires sociaux engagés à trouver des solutions nécessaires à un climat social apaisé. Donc, avant cette rencontre, les syndicats du secteur éducation-formation ont été reçus par leur tutelle. Et revenons d'ailleurs sur cette réception par la tutelle, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a également initié un dialogue direct avec les syndicats d'enseignants pour examiner la situation après l'atelier tenu à Bassam les 7, 8 et 9 avril dernier. Une énième rencontre avec pour objectif de rassurer les syndicats signataires et non signataires du mot d'ordre de grève quant à la volonté du gouvernement ivoirien de maintenir un environnement scolaire apaisé, des échanges pour la recherche de solutions aux maux qui perturbent en ce moment l'environnement scolaire. Les syndicats, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur inquiétude liée aux ponctions sur les salaires de leurs camarades et rassurent toutefois que ces préoccupations seront transmises au chef du gouvernement. Les syndicats ont aussi appelé à la reprise du travail pour ce qui est des jours perdus du fait de la grève. Les enseignants rassurent les parents d'élèves de sessions de rattrapage qui seront bientôt organisées pour les classes d'examen. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de la ministre Maria Tokone dans le cadre de cette réunion. Notre préoccupation principale aujourd'hui, à l'instant T, c'est la question des ponctions et des subventions de salaire. Je crois que notre doléance a été bien reçue. Elle sera portée par Madame la ministre et
nous sommes confiants dans le règlement de ce problème. La grève a perturbé l'école. Il y a eu quelques jours d'arrêt de travail. Nous avons donné l'assurance à Madame la ministre que si le planning est refait, nous engageons nos organisations et nos camarades à rattraper les cours qui ont été perdus. Je voudrais donc rassurer les camarades qui injustement ont eu leur salaire ponctionné, qu'ils soient sereins, qu'ils restent calmes et que Monsieur le Premier ministre sera saisi du dossier et qu'un retour favorable, sûrement pour nous, leur sera accordé. Je les appelle donc demain à reprendre effectivement le boulot parce que nous n'allons pas faire 9 mois et puis à la veille laisser tout chambouler. Tout ce que nous avons entrepris depuis septembre, nous sommes à la conclusion et nous allons aller effectivement aux conclusions qui sont les examens à grand tirage. Depuis hier, nous entendons des voix discordantes qui vont contre la trêve sociale, qui vont contre les engagements pris par les partenaires qui sont les organisations syndicales. Et donc, j'ai encore pris mon bâton de pèlerin pour les recevoir aujourd'hui avec 2 objectifs. Le premier, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'issue de cette autre réunion. Les partenaires reviennent à la table de discussion avec en prime le réaménagement du planning pour planning de travail pour les élèves qui sont en classe d'examen, c'est-à-dire CEP, BEPC, baccalauréat. Voilà la voie du dialogue direct adoptée pour la résolution des problèmes pour un environnement scolaire apaisé en Côte d'Ivoire. À un niveau plus élevé donc de l'éducation, on parle de l'enseignement supérieur. Voyons cette remise de diplôme organisée par l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'Université de Rennes. Une remise de diplôme qui couronne 3 années de licence pour 43 étudiants en informatique, option MIAGE. Entendez par là méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Le point de Roxane Ambaché et Didier Nkessa. Ils reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ces 43 étudiants de licence en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, MIAGE, ont suivi une formation en double diplomation. Très émue, fière de tout le travail acharné, du fait qu'il y ait eu un aboutissement et que ce soit reconnu de tous. Fière de me tenir aussi avec mes condisciples devant nos parents en présence de nos responsables. Organisé conjointement par l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'Université de Rennes en France, ce diplôme de fin de formation ouvre un large horizon en matière de carrière professionnelle pour ces jeunes diplômés. Les partenaires de l'Université de Rennes, grâce auquel on a pu faire cette co-diplomation. La 2e promotion est sortie et donc je voudrais vraiment encourager les jeunes à ne pas avoir peur de la difficulté et de venir donc à l'UFM Maths Informatique, se former dans les filières MIAGE et Actuariat. Je voudrais souhaiter bonne chance à ceux qui vont aller directement sur le marché du travail et ceux qui vont poursuivre les études. Ce programme innovant, lancé dans le cadre d'un partenariat signé en septembre et décembre 2021 entre les 2 universités, permet aux étudiants d'être formés à la gestion informatique des entreprises par des enseignants des 2 institutions partenaires. Et ces informations suite au féminicide au Nigeria sur la chanteuse de gospel Osinachi, morte des suites de violences conjugales en 2022. Son mari, Peter Nachukwu, est condamné à mort par pendaison. Il a été retenu contre lui 23 chefs d'accusation, notamment de l'homicide, l'intimidation criminelle. Il est accusé de cruauté également envers ses enfants et son conjoint, intimidation criminelle donc et violence conjugale portée contre lui par le bureau du procureur général. Au cours du procès, l'accusation a présenté 17 témoins, dont les 2 enfants du couple. L'accusation a également pu produire 25 documents à titre de preuve.
L'actualité au Canada, la page Trudeau est définitivement tournée. Le libéral Mark Carney frôle la majorité absolue. Le chef du Parti libéral du Canada a réussi son pari de rester en poste. Hier, lundi 28 avril, après une courte campagne de 36 jours, il remporte donc l'élection. Et lors de son discours de victoire électorale devant ses partisans à Ottawa, le Premier ministre a estimé que son pays ne devait jamais oublier la trahison américaine. Et voilà, la guerre encore lancée entre le Canada et les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1.